Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je me présente, Jean-Claude Sonali, formateur pour le groupe Denios en France. Je vais vous présenter en fait l'arrêté du 24 septembre 2020 qui va changer beaucoup de choses, notamment sur le stockage des produits inflammables. Alors on va voir un certain nombre de choses. Tout d'abord, je vais vous expliquer mon métier. Donc moi, je suis formateur pour le groupe Denios. J'ai 5 pôles de formation. Comme vous pouvez voir en bleu, ce sont des ateliers qui durent à peu près 2 heures. Donc le premier en bleu, c'est sur les expériences sur les risques industriels. Alors c'est très généraliste. Je vais par exemple faire une explosion où on va ressentir les effets d'une explosion. En vert, je vais présenter tout ce qui est gestion des fuites et des versements accidentels, où on va faire à l'issue un petit exercice dans un bac de rétention pour vous montrer comment bien utiliser les absorbants. En jaune, une formation qui est dédiée au stockage des batteries au lithium, puisque c'est vraiment le sujet du moment. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'incendies de batteries au lithium sont quotidiens partout dans le monde. Et aujourd'hui, on a du mal à éteindre une batterie au lithium qui prend feu. Donc, on a essayé de trouver des solutions pour pallier, pour essayer d'empêcher l'emballement thermique d'une batterie. En rouge, j'ai une formation qui est dédiée à la manipulation des gaz industriels. Donc là, c'est pour expliquer vraiment comment fonctionnent les différents types de gaz que l'on peut utiliser, que vous allez croiser au moins une fois dans votre vie. Et enfin, en violet, c'est une formation qui est dédiée à tout ce qui est produits chimiques et surtout les incompatibilités des produits chimiques, parce qu'on a tous des produits ménagers à la maison. On utilise tous des produits toxiques ou corrosifs dans notre métier. Donc forcément, il faut savoir ce qu'on peut ou pas mélanger, puisque la plupart des accidents industriels dans le monde entier sont dus à des mauvais mélanges. Donc voilà un petit peu quelle est mon activité. Et puis on fait également des webinars et on essaye de faire au moins un webinar par mois, justement pour vous présenter certains types de produits qu'on fabrique chez Denios. Alors, je vais vous présenter donc cet arrêté, l'arrêté du 24 septembre 2020, qui est aussi appelé l'arrêté Lubrizol. Alors on va voir, je vais vous expliquer justement pourquoi a été fait cet arrêté. Ensuite, cet arrêté concerne uniquement les produits inflammables et certains types de produits inflammables. On va y revenir. Je vais vous parler de tout ce qui est REI 120. REI 120, c'est tout simplement... voilà, REI, c'est ce qu'on appelle en France coupe-feu. Donc un conteneur qui est REI 120, ça veut dire qu'il est coupe-feu 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures. On va y revenir aussi. Alors ça concerne en fait, cet arrêté, il concerne uniquement les produits inflammables qui étaient stockés dans des contenants fusibles. Qu'est-ce que c'est un contenant fusible? C'est un contenant qui fond. À une certaine température, on y reviendra aussi. Donc c'est tout l'objet de l'arrêté. Bien sûr, ça va changer au niveau de la rétention, puisque certains produits inflammables maintenant, s'ils ne sont pas stockés dans certaines conditions, il va falloir qu'il y ait impérativement 100% de rétention. Donc ça change quand même pas mal de choses. On a mis en place également des produits, notamment un détecteur de fuite qui s'appelle le Spillguard. Alors j'expliquerai aussi comment fonctionne ce détecteur de fuite qui, dans certaines conditions encore pour stocker des produits inflammables, va devenir obligatoire. Et puis bien sûr, on a des locaux de stockage qui sont REI 120 et qui sont faits justement pour stocker ces produits-là. Et il faut également qu'il y ait un contrôle permanent des rétentions et des matériaux de stockage pour respecter cette législation. Alors voilà comment va s'articuler un petit peu cette présentation. Alors je vais vous expliquer tout d'abord la société pour laquelle je travaille, donc qui s'appelle le groupe Denios. On est présent un petit peu partout. Le groupe existe depuis à peu près 35 ans. On est présent un petit peu partout dans le monde, principalement en Europe, et on a la chance d'avoir 6 usines de production dans le monde, dont une en France qui se trouve en Normandie, derrière notre siège social. Qu'est-ce qu'on fabrique dans cette usine? On va fabriquer des conteneurs de stockage de ce type-là, en bleu sur votre droite. Alors ça, c'est un type de conteneur, bien évidemment. Ça peut être beaucoup plus petit, beaucoup plus gros en fonction de ce que vous devez stocker. On a également une agence commerciale à Villefranche-sur-Saône. Et puis, on a un catalogue dans lequel vous allez trouver plein de choses, notamment si on existe aujourd'hui, c'est grâce à ces bacs de rétention, puisqu'il y a eu, il y a plus de 35 ans, un grave accident à Bâle, en Suisse, à la frontière française. Et en fait, ça a pollué tout le fleuve Rhin.
Et donc notre directeur à l'époque, il s'est dit je vais me lancer dans le bac de rétention et c'est grâce à ces bacs de rétention et c'est aussi à cause de cet accident qu'on est là aujourd'hui. On peut vous fournir également en absorbant. Donc c'est tout l'objet de la formation absorbant que je vous ai présenté tout à l'heure, où on va vous expliquer comment fonctionnent ces absorbants, comment bien les utiliser. Et puis vous voyez sur votre droite en fait une armoire de sécurité. Alors ça c'est une armoire de sécurité, une armoire coupe-feu 90 minutes. Et c'est une armoire, comme vous pouvez le voir, vous avez à l'intérieur des rampes, des prises électriques pour justement charger une batterie. Donc vous allez par exemple mettre des batteries dans cette armoire, vous allez les brancher et l'emballement thermique d'une batterie arrive souvent lorsqu'elle est en charge. Donc ça va vous permettre de, si jamais il y a le feu à l'intérieur, les portes vont se fermer, le feu ne sortira pas de cette armoire pendant 90 minutes. Ça vous permet éventuellement de sortir l'armoire, de la mettre à l'extérieur et peut-être que le feu va s'éteindre, mais malheureusement aujourd'hui, je vous dis, c'est très très compliqué de pouvoir éteindre l'emballement thermique d'une batterie. Donc voilà un petit peu quelle est notre activité. Et puis il y a ce détecteur de fuite également dont on parlera tout à l'heure, qui va devenir obligatoire justement dans certaines conditions pour stocker certains types de produits inflammables. Enfin d'ailleurs qui va devenir obligatoire, j'ai envie de dire qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Donc je vous expliquerai comment et pourquoi. Alors, je vais donc vous présenter cet arrêté, donc qui est appelé aussi l'arrêté Lubrizol ou l'arrêté du 24 septembre 2020, donc qui est relatif au stockage en récipient mobile de liquide inflammable exploité au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. Donc en fait, le présent arrêté a pour objectif de tirer les retours d'expérience de l'incendie de Lubrizol, donc qui a eu lieu en septembre 2019. Vous en souvenez tous, justement en renforçant les prescriptions relatives au stockage des liquides inflammables et de liquides combustibles en récipients mobiles. Et on va distinguer deux choses, le stockage couvert et les stockages extérieurs. Alors, ces dispositions, elles ont été prises pour améliorer trois choses principales. L'évacuation des personnes, justement en cas d'un incendie extrêmement violent comme il a pu se passer à Rouen, l'intervention des services de secours et également la protection de l'environnement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Lubrizol? Il fabriquait de l'huile, il y a eu un incendie comme il pourrait y avoir absolument partout. Et en fait, il y avait des quantités monstrueuses de produits inflammables qui étaient stockés dans des cubiténaires en plastique. Et en fait, l'incendie a tellement été violent que, en fait, l'incendie était c'était tellement chaud que ça a fait fondre tous les contenants qui contenaient des produits inflammables. C'est pour ça que l'objet de cet arrêté, c'est de stocker ces produits inflammables différemment dans des contenants qui ne fondent pas, notamment, ou alors de continuer à les stocker dans des produits, dans des contenants qui fondent, mais à condition d'avoir un conteneur REI 120, c'est-à-dire coupe-feu 120 minutes, ou alors, pour des plus petites quantités, et on va y revenir, avoir un détecteur de fuite. Alors, je vous disais, une partie du texte est rentrée en vigueur le 1er janvier 2023, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, et la deuxième phase, c'est le 1er janvier 2026. Alors pour faire court, vous savez qu'il y a différentes catégories de produits inflammables, et on va en parler tout de suite. Alors déjà, on va essayer de bien comprendre la différence qu'il y a entre l'inflammabilité et la combustibilité d'un produit. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord la différence qu'il y a entre inflammable et combustible. Alors, la combustibilité, c'est la quantité de chaleur émise par combustion complète du matériau, et l'inflammabilité, c'est la quantité de vapeur ou de gaz inflammable émise par le matériau. Alors, bien évidemment, l'arrêté il concerne les liquides inflammables. Dans les liquides inflammables, vous avez 3 catégories. Catégorie 1, ce qu'on appelle les H224, catégorie 2, les H225 et catégorie 3, H226. Ensuite, vous avez aussi des déchets qui proviennent de ces liquides inflammables qui sont à mettre dans cette catégorie d'inflammables. Et puis, vous avez aussi des liquides ou des solides liquéfiables. Alors dont la température de fusion est inférieure à 80 degrés et dont le pouvoir calorifique est inférieur à 15 microjoules par kilo. Alors, c'est important de bien distinguer ces catégories H224, H225 et H226.
Alors, le texte dit, sont exclus les liquides et solides liquéfiables dont le comportement physique en cas d'incendie ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de ces définitions sont aussi exclus les contenants et les emballages. Alors, tout ça, je vous le lis et je vous le dis parce que ça fait partie du texte de loi. Mais en gros, pour bien résumer la chose, sont concernés par cette loi, depuis le 1er janvier 2023, uniquement les produits inflammables de catégorie 1, c'est-à-dire les H224. La réaction au feu des matériaux, justement, puisqu'on s'est adapté, nous, pour construire des conteneurs en fonction de cette réaction au feu, bien évidemment. Alors, il y a la classification française, en fait, qui est proposée avec 5 catégories M. Vous avez le M0 jusqu'au M4, en gros. Si on prend le cas du M4, par exemple, le M4, c'est quelque chose qui est combustible et facilement inflammable. C'est-à-dire, si on prend le cas du papier, par exemple, le papier, ça va s'enflammer très très vite et c'est combustible et inflammable. D'accord ? Maintenant, inversement, donc un matériau classé M4 va très vite s'enflammer et favorisera la propagation du feu. Maintenant, si on prend le cas d'un produit M0, donc là, par exemple, j'ai pris comme exemple le plâtre ou le béton. Le plâtre et le béton, ça ne brûle pas, c'est incombustible et ininflammable. D'accord ? Donc ça, c'est la législation française qui est plus ou moins en train de disparaître, mais qui existe encore dans des textes de loi. Et puis, cette législation-là, par exemple, là, pour en terminer avec la catégorie M0, donc des éléments classés M0 vont difficilement s'enflammer et ne propageront pas le feu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les euroclasses de feu. Et ça, c'est la classification européenne, qui reprend exactement la même chose que la classification française, mais dans d'autres termes et dans d'autres appellations. Donc, en fait, voilà le tableau de correspondance entre la classification française M et les euroclasses de feu. Alors, donc là, vous avez le tableau de correspondance, en fait, des euroclasses, qui est utilisé dans tous les pays européens et qui fonctionne un tout petit peu différemment. Donc, sur cette colonne, sur la première colonne, vous avez en fait la même chose cette colonne M qui existait pour la législation française. Et vous avez maintenant 2 autres colonnes. Donc, la colonne S, qui concerne l'opacité des fumées, et la colonne D, qui concerne les gouttelettes et les débris enflammés. Donc, si on prend par exemple un produit qui serait classé A2S1D0, donc une bande qui comporte en surface une feuille métallique classée A2S1D0, est donc une bande qui est incombustible et ininflammable. Okay ? Et ça, c'est important de bien comprendre ces termes-là pour la suite, parce que l'arrêté, en fait, il faut qu'on choisisse des matériaux pour nos conteneurs ou pour parer à ces feux, justement en choisissant des matériaux qui sont, par exemple, classés A2S1D0. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est le REI 120. Que signifie ce sigle REI 120 ? C'est encore une fois quelque chose qui est obligatoire maintenant pour stocker les produits inflammables. Alors le R, ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on appelle la stabilité au feu. C'est-à-dire que c'est la résistance mécanique au feu. Par exemple, un matériau qui serait classé R60, ça veut dire que la structure va résister au feu pendant 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Vous avez alors stabilité au feu, la classification française avant c'était SF et maintenant donc c'est devenu R pour résistant au feu. Ensuite vous avez le E. Le E c'est l'étanchéité au feu. Étanchéité au feu, ça veut dire que là la paroi elle va ni faire passer les flammes ni faire passer les gaz inflammables. En revanche la température elle peut passer. Et si on dit par exemple un matériau est classé RE30, ça veut dire que il est résistant mécaniquement au feu pendant 30 minutes et étanche au feu pendant 30 minutes. C'est-à-dire qu'il ne fera ni passer les flammes, ni passer les gaz ou vapeurs inflammables. Et puis enfin, il y a le I. Et le I, c'est l'isolation thermique. C'est-à-dire que là, même la température ne passera pas. Alors,
pas sur la totalité de la surface, sur des points précis. Et en fait, vous voyez, il faut que, ça protège à peu près jusqu'à 140 degrés Celsius sur l'ensemble de la surface. Et un conteneur qui serait classé REI 120, c'est-à-dire comme tous nos conteneurs RFP ou WFP dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est une protection coupe-feu 120 minutes qui est validée pour répondre à cet arrêté. Alors, l'arrêté concerne les récipients fusibles mobiles. Donc en fait, ça, ce sont les restrictions définies par l'arrêté du 24 septembre 2020. Alors, qu'est-ce que c'est un contenant fusible mobile? C'est un contenant qui est susceptible de fondre à une certaine température, dont le point de fusion est inférieur à 330 degrés. C'est-à-dire tous les contenants qui vont fondre à moins de 330 degrés sont concernés par cet arrêté. Ensuite, les conditions de stockage. Donc là, c'est important parce que donc ça, ce sont vraiment les restrictions définies par l'arrêté, par cet arrêté. Donc interdit en contenant fusible mobile. Donc les catégories 1, c'est-à-dire H224, supérieures à 30 litres, à compter du 1er janvier 2023. Donc depuis le 1er janvier 2023, vous ne pouvez plus stocker des produits extrêmement inflammables dans des contenants qui fondent. D'accord ? Vous avez jusqu'au 1er janvier 2026 pour les catégories 2, c'est-à-dire les produits très inflammables. Alors là, il y a une petite distinction, supérieure à 30 litres, et pour les non miscibles à l'eau, c'est supérieur à 230 litres. Et donc là, vous avez jusqu'au 1er janvier 2026 pour vous mettre à jour. Voilà. Et puis, on a parlé tout à l'heure dans les produits inflammables des H226, c'est-à-dire, en gros, c'est les produits inflammables courants qui ne sont pas concernés par cet arrêté. Donc voilà un petit peu les restrictions qui ont été mises en place suite à cet accident. Alors, vous pouvez continuer à stocker vos produits inflammables dans des contenants qui fondent, mais il va falloir prendre quelques précautions. Alors, les précautions, c'est moins de 2 mètres cubes. Si vous avez à stocker des produits inflammables moins de 2 mètres cubes, eh bien là, il vous faut que ce soit dans un conteneur REI 120 ou dans une armoire REI 120, il vous faut impérativement 100% de rétention et il vous faut un détecteur de fuite. Et maintenant, au-delà de 2 mètres cubes, eh bien là, il vous faut impérativement un conteneur qui soit REI 120 et Denios est la seule entreprise qui ait l'habilitation à construire ces conteneurs. Donc là, je vais vous parler de la capacité de rétention. C'est tout l'objet de l'arrêté également, puisque en fait, ce qui s'appliquait avant va s'appliquer normalement aux non fusibles. Donc là, en l'occurrence, ça c'est le cas général et ça concerne donc les liquides inflammables et solides liquéfiables combustibles, dont on a parlé au tout début. Donc, dans des contenants non fusibles, c'est-à-dire des contenants qui ne fondent pas, donc là, vous avez un cubiténaire en acier et puis quelques fûts sur le bac de rétention. Donc là, ça concerne les H224 et les H225 et pas les H226. Donc, inférieur à 800 litres, c'est 100% de rétention. Et supérieur à 800 litres, c'est 50% de rétention. D'accord ? Avec un minimum de 800 litres. Donc ça a toujours été le cas. Maintenant, capacité de rétention suite à l'arrêté. Donc là, concernant des contenants qui fondent. Donc ça concerne encore une fois les H224 et les H225 et les solides liquéfiables combustibles. Là, en contenant fusible mobile, c'est pas compliqué, c'est 100% de rétention. Après, au niveau des capacités de rétention pour les autres produits, c'est important d'en parler un petit peu pour les acides et bases, principalement pour les produits toxiques, corrosifs. Donc, ce sont des produits qui sont susceptibles de créer une pollution des sols ou de l'eau. Rien ne change. C'est-à-dire que là, si vous avez un cubiténaire de 1000 litres et à côté 3 fûts de 200 litres, on a une capacité donc de 1600 litres, eh bien là, la rétention doit être égale à 100% du plus grand contenant ou 50% du volume total stocké. C'est-à-dire que si on prend le cas là en l'occurrence, le plus grand contenant c'est 1000 litres, donc il faut impérativement que votre rétention soit le minimum 1000 litres. Maintenant, si on enlève le cubiténaire,
et qu'on reste avec 3 fûts de 1000 litres chacun. Ça fait donc un total de 3000 litres. Eh bien là, en l'occurrence, il n'y a pas de plus grand contenant, donc là, c'est 50% de capacité de rétention. OK ? Ensuite, vous avez pour les plus petits contenants, c'est-à-dire inférieurs à 250 litres, eh bien là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que pour des petits contenants, eh bien inférieur à 800 litres, c'est 100% de rétention, et supérieur à 800 litres, eh bien c'est 20% de rétention seulement. Donc là, si on prend le cas par exemple d'un contenant où vous auriez 600 litres de rétention, enfin vous auriez plusieurs bidons, mais une totalité globale de 600 litres stockés, eh bien il vous faut 600 litres de rétention parce que c'est inférieur à 800 litres. Maintenant, si vous avez 1000 litres de stocké, eh bien là, c'est pas 100% de rétention, mais c'est minimum 800 litres. Donc pour 1000 litres stockés, il vous faut un minimum de 800 litres de rétention. Et par contre, si vous avez 5000 litres de rétention, si vous avez 5000 litres à stocker, eh bien là, en l'occurrence, ça sera uniquement 20%, c'est-à-dire là 1000 litres de rétention. Donc voilà un petit peu quelles sont les règles en matière de rétention. Ensuite, le Spillguard, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un détecteur de fuite. Un détecteur de fuite, donc avec une petite pastille au fond, vous allez le placer dans le bac de rétention. Dès que la pastille va être touchée par n'importe quel type de produit inflammable, vous allez donc, ça va commencer à biper pendant à peu près 24 heures et vous allez donc intervenir parce qu'il y a une fuite dans le bac de rétention. Alors, les avantages de ce Spillguard, vous l'allumez, vous le placez dans le bac de rétention et puis c'est parti. Alors c'est valable, donc vous allez avoir un LED rouge qui indique le fonctionnement pendant la durée de vie de l'appareil, pendant 5 ans. Ensuite, il peut être installé dans n'importe quel bac de rétention, soit en acier, soit en PE, donc en plastique. Il est compatible avec tous les liquides inflammables et il peut être utilisé dans les zones ATEX et il peut résister jusqu'à 40 degrés maximum. Donc utilisation très simple et rapide, il y a un boîtier résistant antistatique bien évidemment. En cas de contact avec les liquides, une alarme sonore et visuelle va se mettre en marche pendant 24 heures, donc ça va biper comme un détecteur de fumée qui va vous dire que il faut intervenir. Et puis vous avez un dernier signal sonore qui va vous indiquer en fait la fin de durée de vie de l'appareil, donc il faut tout simplement le remplacer. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce détecteur de fuite. Donc vous venez de voir la vidéo sur le Spillguard. Alors il existe deux types de détecteurs de fuite. Donc comme je vous disais, vous le placez dans le bac de rétention, mais si ça arrive le week-end où il n'y a personne dans l'entreprise, ça va biper pendant 24 heures, mais en gros personne va s'en rendre compte. Donc là on a fait le Spillguard Connect. C'est-à-dire qu'en fait, il va être connecté à votre smartphone ou à votre email. Vous allez recevoir soit un SMS, soit un email vous indiquant que tel bac de rétention dans telle entreprise est en train de se remplir, donc il faut intervenir rapidement et ça vous permet justement d'appeler les personnes concernées pour justement éviter l'accident.
On a mis en place également des locaux de stockage, donc REI 120 pour répondre à l'arrêté. Alors, il existe deux types de conteneurs, ce qu'on appelle les RFP, c'est ce qu'on appelle des Rack Fire Protection, et des WFP, c'est des Walk Fire Protection. En fait, ce sont des chambres connectées. Alors, pour les stockages couverts, il a fallu respecter certaines règles. Au niveau de la hauteur du stockage, bien évidemment, donc c'est 5 mètres maximum à ne pas dépasser. Ensuite, la toiture et les supports de couverture doivent donc être dans des matériaux A2S1D0, c'est-à-dire incombustibles et ininflammables, si vous vous souvenez. Ensuite, vous avez la couverture de toiture qui doit être B-roof, c'est-à-dire ce qu'on appelle T3. Là, encore une fois, c'est une résistance au feu qui doit être obligatoire de 30 minutes. Vous avez également les parois maintenant, parois extérieures, qui encore une fois doivent être A2S1D0, ininflammable, incombustible. La structure de stockage doit être R60, c'est-à-dire résistante au feu pendant 60 minutes. Les murs séparatifs doivent être REI 120, c'est-à-dire coupe-feu 2 heures. Les portes dans les murs doivent être également REI 120, c'est ce qu'on appelle en fait pour les portes le code EI2 120, mais c'est exactement la même chose, c'est que la porte va résister au feu pendant 2 heures. Et puis les fermetures doivent être impérativement munies d'un détecteur incendie. Et donc le sol doit être également A1FL, c'est-à-dire que là encore une fois c'est une identification qui a été faite enfin ce sont des règles à respecter pour construire le sol de la zone à stocker. Et puis bien sûr tout ça doit être muni d'un détecteur incendie qui doit être distinct du système d'extinction avec la transmission de l'alarme à l'exploitant. Donc voilà en fait comment on a dû s'adapter pour construire nos conteneurs en fonction, pour respecter cet arrêté. Et puis vous avez bien sûr nos conteneurs qui sont connectés, enfin certains de nos conteneurs qui peuvent être connectés, c'est-à-dire encore une fois vous avez un défaut de joint par exemple sur une porte d'un conteneur, et bien là encore une fois ça va vous envoyer un message par email, par SMS, vous indiquant que telle porte est en défaut et qu'il faut intervenir pour encore une fois éviter l'accident. Donc Denios Connect, voilà comment ça se passe. Donc c'est équipé sur nos conteneurs, nos bungalows, nos étuves. Denios s'occupe de l'installation et de toute la maintenance évidemment. Donc vous avez plein de signaux et de capteurs qui sont dans ces conteneurs. Donc de la ventilation technique, de la climatisation, du chauffage, etc. Vous pouvez avoir des indicateurs pour la foudre, pour la température, des détecteurs de gaz, etc. Et puis vous avez ce fameux détecteur de fuite qui va également passer par cette même technologie. Donc toutes les informations vont enregistrer les données et ça va partir sur une plateforme qui s'appelle la plateforme NB-IoT. Et en fait, ça va transmettre les informations. Vous avez un tableau de bord qui vous indique voilà où vous allez recevoir les messages et que vous allez pouvoir consulter périodiquement pour voir s'il y a des défauts sur les matériels que vous avez. Pour les stockages extérieurs, quelques petites choses changent. On a on peut utiliser des box tollées, par exemple des SolidMax ou des Basic Store chez nous. Alors, pour le stockage de 2 mètres cubes ou moins de 2 mètres cubes, il y a une obligation pour les stockages extérieurs. Donc en armoire, ou en conteneur, si situé à plus de 10 mètres des limites de propriété ou des bâtiments. Donc là, vous pouvez utiliser soit des SolidMax, soit des Basic Store pour stocker vos produits en dessous de 2 mètres cubes. Et pour les plus de 2 mètres cubes, donc hauteur de stockage, comme on l'a dit, c'est maximum 5 mètres. Pour les murs séparatifs, c'est obligatoirement REI 120. Et pour les plus de 10 mètres cubes, eh bien là, il faut impérativement une détection incendie et ça peut être justement Denios Connect qui peut vous l'apporter. Ensuite, l'arrêté, il impose un entretien et un contrôle des rétentions périodiques. Donc l'entretien des rétentions,
l'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient vides, donc disponibles en permanence. En même temps, c'est un peu la base de la rétention. Une rétention, ça se vide régulièrement. On va pas mettre un bac de rétention en plein milieu de la course. S'il pleut, ça va tomber dans le bac de rétention, ça va se remplir, ça sert à rien. Donc on le met sous abri. Et puis, forcément, périodiquement, on va se rapprocher de ce bac de rétention toutes les semaines, tous les mois, pour vérifier s'il n'y a pas une fuite ou s'il se remplit pas. Et si c'est le cas, il faut impérativement regarder pour pouvoir le vider. Ces rétentions doivent être également font l'objet d'une maintenance appropriée, donc c'est ce que je vous disais. Non seulement il faut vérifier et les vider régulièrement, et puis il faut s'assurer qu'elles ne fuient pas. En même temps, notre métier c'est de fabriquer de la rétention, et le jour où on vous vend une rétention qui fuit, c'est qu'on a mal fait notre métier, et c'est jamais le cas. Mais maintenant, on n'est pas à l'abri d'un défaut ou autre, et c'est vrai qu'il faut vérifier régulièrement ces rétentions. Donc, on vous préconise un examen visuel régulier, et puis il faut un examen visuel annuel approfondi. Donc, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire pour vraiment vérifier que tout fonctionne très bien. Et en fait, on a trouvé une petite astuce afin de vous faciliter cette vérification, puisque en fait, on s'efforce de construire des conteneurs uniquement avec une rétention au niveau inférieur. Parce qu'il est clair que si vous avez des bacs de rétention où il faut prendre l'échelle ou un monte-charge pour aller vérifier que la rétention est à 5 mètres de hauteur, c'est pas évident. C'est pas des choses qu'on va peut-être faire tous les jours ou peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines ou tous les mois. Donc effectivement, le fait d'avoir mis une seule rétention au niveau inférieur, ça vous permet d'intervenir visuellement, périodiquement, tranquillement. Donc voilà un petit peu aussi pourquoi on a pensé à vous justement pour vous faciliter la tâche. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cet arrêté. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à cette nouvelle législation. Et je vous dis, en fait, je vais vous le résumer encore une fois. À partir du 1er janvier 2023, ça concerne uniquement les produits H224, c'est-à-dire les produits extrêmement inflammables. Et vous avez jusqu'au 1er janvier 2026 pour les H225, c'est-à-dire les produits inflammables de catégorie 2, pour vous mettre à jour. Donc voilà, merci encore pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.